Want to see my blood? Yes, ma'am. Touch my lips. Bienvenue sur votre chaîne Icônes et Silences, le lieu où les légendes retrouvent leur voix. Nous sommes à Paris, le 8 septembre 1979. Imaginez une rue calme du 16e arrondissement, la rue du Général Appert. Cela fait 10 jours que la police, les médias et tout le pays cherchent une femme disparue. Sous l'ombre des arbres, une petite voiture blanche, une Renault 5, est stationnée là, immobile et silencieuse. À l'intérieur, enroulé dans une couverture à l'arrière, gît le corps sans vie d'une femme de 40 ans. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est celle qui, 20 ans plus tôt, vendait le New York Herald Tribune sur les Champs-Élysées dans le film À bout de souffle. C'est Jean Seberg, l'idole de la nouvelle vague. Le visage qui avait fait rêver l'Amérique et tomber amoureux la France. Mais dans l'habitacle de cette voiture, il n'y a plus de glamour, plus de caméras, plus d'applaudissements. Il n'y a qu'une solitude glaciale, une bouteille de barbiturique vide et un détail qui brise le cœur, un simple billet de loterie non vérifié posé à côté d'elle. Comme si, jusqu'à la dernière seconde, elle attendait encore un miracle, une petite chance que la vie lui sourie enfin. La police conclura rapidement au suicide. Une affaire classée. Mais est-ce vraiment aussi simple? Non, car Jean Seberg n'est pas morte ce jour-là. Sa mort avait commencé bien avant, orchestrée lentement, méthodiquement, par des forces invisibles et impitoyables. Dans sa main, ou peut-être cachée près de son cœur, il y avait une lettre. Une lettre d'adieu destinée à son fils, Diego. Cette lettre oubliée contient la clé du mystère. Elle est le dernier cri d'une femme traquée, brisée non pas par la folie, mais par la cruauté de 3 coupables précis. 3 entités qui lui ont volé son innocence, sa réputation et même la vie de son enfant. Aujourd'hui, nous allons rouvrir ce dossier. Nous allons lire cette lettre oubliée et, pour la première fois, nous allons nommer ceux qu'elle n'a jamais pardonnés. Préparez-vous, car l'histoire de Jean Seberg n'est pas un conte de fées, c'est un procès que l'histoire a failli oublier. Tout commence loin de Paris, dans les plaines tranquilles de l'Iowa, aux États-Unis. Jean n'est qu'une adolescente aux yeux immenses, une petite fille de pharmacien qui rêve d'ailleurs. Mais son destin bascule brutalement lorsqu'un homme puissant décide de faire d'elle une étoile, ou plutôt, sa chose. Cet homme, c'est le célèbre réalisateur Otto Preminger. Il organise un concours national gigantesque pour trouver l'actrice qui incarnera Jeanne d'Arc. 18 000 candidates se présentent, et c'est elle, la fragile Jean, qui est choisie. Le monde entier crie au conte de fées, on l'appelle Cendrillon. Mais personne ne voit que le carrosse est en réalité une cage. Otto Preminger est le premier nom sur la liste noire de Jean. Ce n'est pas un mentor, c'est un tyran. Dès le premier jour, il la brise psychologiquement, l'insulte devant toute l'équipe, la traite de moins que rien pour obtenir des larmes réelles. Mais l'horreur atteint son paroxysme lors du tournage de la scène du bûcher. Jean est attachée au poteau, prête à être brûlée vive pour les besoins du film. Par accident ou par négligence criminelle, les flammes deviennent trop fortes. Le feu lèche ses vêtements, puis sa peau. Jean hurle de douleur, une terreur pure se lit dans ses yeux. Mais Preminger ne crie pas « coupé ». Il continue de filmer, capturant la souffrance réelle d'une jeune fille de 17 ans en train de brûler. Elle gardera de ce jour une cicatrice visible sur le corps et une autre, invisible et indélébile, dans son âme. Blessée par Hollywood, elle fuit vers la France, et là, c'est la résurrection. Jean-Luc Godard lui offre le rôle principal dans À bout de souffle. Avec ses cheveux courts, son t-shirt rayé et sa liberté insolente, elle devient instantanément une icône. Elle est la muse de la nouvelle vague. La France l'adopte. Elle épouse le grand écrivain Romain Gary, un héros de guerre, un diplomate brillant. Ils forment le couple le plus fascinant de Paris. Tout semble parfait. Les flashs crépitent, le champagne coule à flot et le public est à ses pieds. Mais Jean ne sait pas encore qu'au moment même où elle sourit sur les tapis rouges,
une menace bien plus sombre que Preminger se profile à l'horizon. De l'autre côté de l'Atlantique, dans les bureaux froids de Washington, un dossier portant son nom vient d'être ouvert. Et l'ordre qui y est inscrit n'est pas de la surveiller, mais de la détruire. Ce qui va suivre n'est plus du cinéma, c'est une exécution politique. Mais Jean a commis un crime impardonnable aux yeux de l'Amérique conservatrice des années 60. Elle a un cœur, et ce cœur bat pour les opprimés. Elle utilise sa fortune pour soutenir les Black Panthers, pour lutter contre le racisme, pour aider ceux que l'Amérique rejette. C'est alors qu'entre en scène le deuxième coupable de notre liste, J. Edgar Hoover, le tout-puissant directeur du FBI. Pour lui, cette actrice blonde n'est pas une star, c'est une menace. Il lance contre elle l'opération COINTELPRO, un programme secret illégal destiné à surveiller et à neutraliser des dissidents politiques. Mais il ne veut pas l'arrêter, il veut l'humilier. Hoover rédige personnellement un ordre terrifiant, noir sur blanc, dont l'objectif est de la neutraliser en détruisant son image publique. L'arme choisie n'est pas un pistolet, c'est une rumeur, un poison lent et mortel. Alors que Jean est enceinte de son mari Romain Gary, le FBI fabrique un mensonge odieux. Il contacte la presse et affirme que l'enfant n'est pas de Romain, mais d'un membre des Black Panthers. C'est ici que le troisième coupable entre en jeu, la presse à scandale. Des magazines respectés comme Newsweek ou le Los Angeles Times publient l'information sans aucune vérification. Le monde entier la pointe du doigt. On la traite de traîtresse, de femme immorale. Le choc émotionnel est si violent que le corps de Jen lâche. Elle s'effondre. L'accouchement se déclenche prématurément, beaucoup trop tôt. La petite fille, prénommée Nina, vient au monde le 23 août 1970. Mais elle est trop fragile pour survivre à la haine de ce monde. 2 jours plus tard, Nina meurt. C'est à cet instant précis que Jean Seberg pose l'acte le plus déchirant et le plus courageux de sa vie. Lors des funérailles, devant une foule de journalistes et de photographes venus chercher du sensationnel, elle fait l'impensable. Elle refuse de cacher son enfant. Elle commande un cercueil ouvert, avec un couvercle en verre. Elle veut que le monde entier voie le visage de sa fille. Elle veut que ses journalistes, ses agents du FBI et tous ceux qui l'ont sali regardent la peau blanche de ce bébé innocent. C'est sa manière de hurler la vérité sans dire un mot. Regardez, semble-t-elle dire, regardez le mensonge qui a tué ma fille. Romain Gary, dévasté, dénonce la persécution, mais le mal est fait. Jean a prouvé son innocence, mais le prix à payer a été la vie de son enfant. À partir de ce jour, quelque chose en elle s'est éteint à jamais. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de Nina, Jean tentera de la rejoindre. Le compte à rebours vers la rue du Général Appert a commencé. Les 9 années qui suivent ne sont qu'un long adieu. Jean continue de tourner des films. Elle sourit encore devant les caméras, mais ce n'est plus qu'un masque. À l'intérieur, les fissures s'élargissent. Chaque année, à l'approche du mois d'août, date anniversaire de la mort de sa petite Nina, Jean sombre un peu plus. Elle tente de se suicider encore et encore, comme pour rejoindre cet enfant que le mensonge lui a arraché. L'alcool et les médicaments deviennent ses seuls compagnons pour faire taire les voix, pour apaiser cette angoisse permanente d'être surveillée, épiée, traquée. Elle n'a plus confiance en personne. Comment pourrait-elle? Ceux qui devaient la protéger l'ont vendue, ceux qui devaient la soutenir l'ont jugée. Et nous voici de retour dans cette rue silencieuse de Paris, le 8 septembre 1979. La police ouvre la portière de la Renault 5. L'air est lourd. À côté du corps froid de l'icône, ils trouvent cette fameuse lettre pliée. Ce ne sont pas des aveux politiques, ni une grande diatribe contre le FBI. C'est beaucoup plus tragique que cela. C'est le constat d'une défaite intime. Jean a écrit ces mots pour son fils survivant, Diego, le suppliant de comprendre. Elle écrit « Pardonne-moi, je ne peux plus vivre avec mes nerfs.
Cette phrase, simple et terrible, résume tout. Je ne peux plus vivre avec mes nerfs. Ce n'est pas la faiblesse qui l'a tué, c'est l'épuisement. C'est le résultat de 10 années de harcèlement psychologique, de surveillance et de campagnes de déstabilisation documentées autour d'elle, et de la cruauté d'une industrie qui broie ses anges. En lisant cette lettre, on comprend que Jean n'a pas simplement décidé de mourir. Elle a été poussée à bout, acculée dans une impasse où la seule sortie était le silence éternel. Mais alors que la police s'apprête à clore le dossier, une dernière voix va s'élever. Une voix puissante, celle d'un homme qui n'a plus rien à perdre et qui est décidé à pointer du doigt ceux qu'il tient pour les vrais responsables. 48 heures après la découverte du corps, le silence est enfin brisé. Ce n'est pas Jean qui parle, mais l'homme qui l'a aimé jusqu'au bout, Romain Gary. Le visage ravagé par le chagrin, il convoque la presse internationale à Paris. Il ne cherche pas à défendre son ex-femme, il est là pour accuser. D'une voix tremblante de colère, il révèle la vérité que le monde ignorait. Il déclare publiquement que Jean n'est pas simplement morte de surdose. Il affirme devant la presse qu'à ses yeux, Jean n'est pas simplement morte d'une surdose, mais qu'elle a été